Comment trouver un immeuble de rapport rentable? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans laquelle je vais interviewer un jeune investisseur qui va nous dire comment il fait pour chercher des immeubles de rapport qui sont rentables et qui lui rapportent du cash flow. On voit ça tout de suite. Salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo comme promis avec Christopher pour lui poser certaines questions sur les immeubles de rapport. Parce que Christopher, je crois que tu as investi toi dans des immeubles de rapport. Grande partie, ouais. Voilà, donc ce que je voudrais savoir, moi qui suis en train de chercher des immeubles, parfait, je ne ouais. suis pas le seul, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Ouais. Comment toi tu fais pour dénicher le bon immeuble de rapport? Ouais, ok. Déjà, pourquoi j'ai investi dans des immeubles de rapport? Ça va être tout simple. En fait, j'ai investi dans des immeubles de rapport en dehors de ma région. Donc moi je vis à Nice, où on est à peu près à 3500 € le mètre carré. J'ai investi dans une région où on est à peu près à 1000-1500 € le mètre carré. Quand tu cherches des bonnes affaires, sinon on est à peu près à 2000. Donc en gros, ce que je me suis dit, c'est que si j'avais 100 000 €, parce qu'au début mon budget était d'à peu près 100 000 €, parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Ok, j'ai un budget de 100 000 €, soit j'achète un appartement à Nice qui me rapporte 600 € de loyer sur une tête de locataire. Donc si le locataire ne paye pas, j'ai plus rien. Ouais. Soit pour 100 000 €, j'achète un immeuble de 4 appartements avec 4 locataires qui va me rapporter 1400 € de loyer. Bon, le calcul il est vite fait. J'ai 3 fois plus de loyer sur 4 locataires différents, ce qui veut dire que je divise mon risque sur 4 têtes. Et donc même si demain il y a 2 locataires qui s'arrêtent de payer, franchement il faut le faire, mais s'il y a 2 locataires qui s'arrêtent de payer, rien que les 2 restants, j'ai un loyer supérieur à ce que j'aurais eu seul à Nice. Donc la question était vite réglée en fait. Tu as diversifié le risque pour pas te retrouver dans l'embarras si jamais le locataire... L'avantage de l'immeuble de rapport, tout à fait, oui. Même si au-delà de ça, c'était simplement un exemple que Christopher prenait, puisqu'évidemment vous avez la possibilité de souscrire à des assurances de loyer impayé aussi pour éviter ce genre de désagrément et d'avoir vos cas de loyer qui rentrent systématiquement. Dans tous les cas, toi tu as fait le choix de ne pas tuer de Nice, mais tu as fait le choix de ne pas investir dans Nice parce que les prix ils explosent. Et là-dessus on se rejoint tous les deux parce que plein de monde nous conseille tout le temps d'investir dans l'immobilier au pied de sa porte. Je suis complètement J'en ai marre d'entendre cette phrase. Ouais. Comment? J'en ai marre d'entendre cette phrase. Moi aussi. Parce que tu vis pas forcément à l'endroit où c'est rentable. Exactement. Et là, je pense à toi, à Nice, moi à Bordeaux. Moi, je me plains pas à Bordeaux, mais je connais des personnes qui sont sur Paris où ça devient impensable. Un peu compliqué quand on habite à Paris. Je te donne un exemple. Hein. J'habite Nice. À 23 ans, le premier bien que j'ai acheté, c'était à Budapest. J'y avais jamais mis les pieds. Je l'ai étudié la ville, ça ne veut pas dire ne pas l'analyser, mais c'est pas là où je vivais, donc tu vis certainement pas l'endroit qui est le plus rentable. Voilà, non, mais ça c'est une certitude. Donc regardez pas forcément où vous habitez, parce que quand on investit dans l'immobilier, il faut investir dans l'immobilier là où ça rapporte. Et oui. C'est le seul paramètre sur lequel il faut tenir compte. Il y en a d'autres évidemment, mais le principal paramètre c'est celui-là. C'est que si vous allez investir quelque part là où ça rapporte pas, ça sert à rien. Bon, Christopher, alors si tu sors de ta ville, tu arrives dans un territoire, on va dire, c'est ça, que tu connais un peu moins, un peu moins bien. Comment tu fais justement? Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces pour arriver à déchiffrer un petit peu le marché, à savoir comment faire pour trouver un bon... Totalement. Alors déjà, ce que tu peux faire, c'est que tu as déjà des tableaux que tu peux trouver sur Internet avec les villes les plus rentables de France. Au moins, c'est vite vu. Moi, je cherche des villes qui sont rentables au-dessus de 10%. Enfin, des affaires rentables au-dessus de 10%, ça veut dire des villes qui ont une moyenne au moins à 6 ou 7. Donc tu sais que si tu trouves une ville avec une moyenne à 6 ou 7, tu tapes le tableau rentabilité des villes, tu vas très vite trouver. Et déjà, tu as une sélection de villes. Essaie de trouver une ville qui est déjà pas trop loin de chez toi. Voilà, moi, elle est à 4 heures de route, j'y vais jamais parce que j'ai quelqu'un qui gère sur place, mais pas trop loin de chez toi. Exemple, si tu es à Paris, tu as des villes autour, à 2 heures de Paris, qui peuvent être super intéressantes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième point, regarde comment se comporte la ville en termes de prix. Va regarder l'historique des prix de la ville. Est-ce que tu aurais tendance à acheter au plus bas des prix de l'immobilier ou plutôt au plus haut? Est-ce que ça a tendance à baisser? Est-ce que ça a tendance à monter? Est-ce que la ville a tendance à se remplir ou plutôt à se vider? Ça, c'est des points super importants. Au niveau de la mairie, comment ça se passe? Est-ce que le maire qui est en place, ça se passe bien? Est-ce que ça se passe moins bien? Est-ce qu'il a tendance à faire augmenter sa ville, à la faire baisser? Enfin, à la rendre moins attrayante? Est-ce qu'il y a des grosses entreprises qui s'installent, des grosses entreprises qui partent? Est-ce que tu as des facs? Est-ce que tu as des universités? Tous ces critères qui sont super intéressants. Est-ce que la ville est dynamique et attire du monde? Voilà. Donc, plein d'informations qu'on peut recueillir sur Internet directement, tu l'as dit. Oui, sur Internet, on peut trouver dans cet ordre-là. Mais sur Internet, tu as toutes les informations. Moi, c'est comme ça que je les trouve. D'accord. Donc, une fois qu'on a trouvé le bien, que tu as sélectionné le bien, enfin déjà, comment tu le sélectionnes une fois que tu as sélectionné ta ville? Allez, une fois que j'ai sélectionné la ville... Comment tu fais? Je suppose que tu regardes les annonces comme tout le monde. Bien sûr. Une fois qu'on a sélectionné la ville, on fait les annonces. Donc déjà, il faut que tu aies un objectif de rentabilité. Je rappelle la rentabilité rapidement si tu ne sais pas ce que c'est. Tu prends ton loyer annuel et tu divises par ton prix d'achat, ton coût d'achat, avec les frais de notaire.
tu as 6 000 € de loyer par an, ton coût il t'a coûté 100 000 achats, travaux et frais de notaire, 6 000 divisé par 100 000, ça fait 6%. Bon, ben moi je vise au minimum 10% de rentabilité. Ça veut dire que tant que j'ai pas un bien qui me rapporte ça, je continue de chercher. Après, il y a les négociations qui peuvent se jouer, donc je vais déjà regarder les immeubles. Premièrement, je vais regarder aussi les types d'appartements. Par exemple, tu as des villes où les T2 sont plus recherchés que les studios. Tu as des villes où les T3 sont plus recherchés que les studios. Dans les grandes villes, en général, c'est les studios. Dans les petites et moyennes villes, ça peut être les T2 ou T4, parce que les familles sont plus nombreuses. Donc, déjà, recherche le type d'appartement. Donc, tu peux appeler des agences immobilières pour poser la question. Imaginons que je cherche des T2, bah, je vais surtout prendre des immeubles de rapport avec des T2 dedans et limiter les studios sur lesquels il y a beaucoup de turnover. Une fois que j'ai des immeubles qui m'intéressent, avec des T2, est-ce que je cherche avec travaux ou sans travaux? Est-ce que j'ai un besoin de défiscaliser et donc d'avoir des revenus non imposables parce que j'ai une haute tranche d'impôt et donc il faut que je ne sois pas du tout imposé sur mes revenus? Ou est-ce que mon objectif c'est plutôt d'acheter un truc qui est tout refait, locataire déjà à l'intérieur, je signe, j'encaisse et je pars sur une nouvelle affaire? Ça va être un objectif. Moi, j'ai fait les deux. Personnellement, j'ai fait les deux. Voilà, ça va dépendre de l'objectif de chacun. Ça, il faut que chaque personne qui veut faire la recherche ait déjà ses critères décrits pour pouvoir orienter sa recherche, évidemment. Donc là, maintenant, on sait comment trouver le bien parmi les annonces. On a déchiffré les annonces. Il reste quand même une chose importante à faire, c'est d'aller le voir, ce bien-là, parce qu'on n'achète pas depuis le bon coin. C'est pas pareil les immeubles, c'est très différent des appartements, ça m'a fait un peu bizarre au début, maintenant j'ai dû en visiter une quarantaine, donc j'ai pris un peu le pli. Donc les questions à poser, en dehors des questions que tu as naturellement posées quand c'est des appartements, première chose, la structure de l'immeuble. Donc la structure même de l'immeuble, est-ce que tu as eu ce qu'on appelle des reprises en sous-œuvre? Ça, tu peux le demander à la mairie. À ta mairie, tu demandes ce qu'on appelle une fiche d'immeuble, la mairie ou l'urbanisme, et tu peux voir s'il y a eu des problèmes d'affaissement du terrain, des problèmes d'inondation, ce genre de problèmes qui sont super importants à connaître et qu'en général, on ne s'y intéresse pas du tout. Ouais, ça c'est important. Ouais. Est-ce qu'il y a des fissures sur l'immeuble? La toiture, est-ce que la toiture, il y a nécessaire de la refaire? La façade aussi, parce que l'avantage dans un immeuble, c'est qu'il n'y a pas de copropriété, tu es le seul et unique propriétaire, donc tu décides toi-même quand tu refais tes frais. L'inconvénient, c'est que tu les payes tout seul les frais. Donc forcément, ça peut être un peu plus cher. Donc la façade, important aussi s'il y a plusieurs appartements, donc un immeuble, les compteurs électriques, est-ce que c'est des compteurs indépendants ou des compteurs divisionnaires? Je te conseille surtout des compteurs indépendants. Divisionnaire, ça veut dire qu'il y a un compteur EDF et que tu as des petits sous-compteurs qui viennent te dire quelle est la consommation de chaque appartement. Ce qui n'est pas terrible. Donc vaut mieux un compteur divisionnaire, indépendant. Vaut mieux un compteur indépendant. Les compteurs d'eau aussi, comment est-ce qu'ils sont faits, est-ce que c'est en bon état, etc. Donc voilà un petit peu ce que je vais regarder sur un immeuble. Est-ce qu'il y a déjà une copropriété qui a été créée? Oui, non, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut gêner à la création de copropriété? C'est ce qui est arrivé dans un de mes immeubles, donc du coup je sais. Copropriété, ça peut servir à quoi? Si par exemple demain, tu as acheté ton immeuble, tu veux le diviser en plusieurs appartements et revendre ce qu'on appelle à la découpe. Ouais. Tu revends 3 appartements, tu en gardes 4, tu revends, tu te refinances, tu arbitres, tu vends pour repartir sur d'autres choses. Donc important de savoir dès le début, est-ce qu'il y a une copropriété? Et sinon, est-ce que tu peux en créer une le jour où, éventuellement, tu penses à toutes les options. Le jour où tu veux revendre, séparément par exemple. Par rapport à ça, je pense aussi à une chose, le fait d'avoir des immeubles qui aient des lots cadastrés ou pas cadastrés. Oui. Hein, moi j'ai fait certaines visites où il y avait des immeubles où il y avait un seul lot. C'est exactement ça. 5 appartements, mais c'est cadastré en un seul lot. C'est ce que j'ai acheté, oui. Alors là, pour pouvoir revendre, il faut créer une copropriété, il faut diviser, c'est un peu plus de travail. Alors que s'il est déjà cadastré, vous pourriez, dès le lendemain de l'achat, commencer à revendre un appartement ou deux. Moi je te conseille quelque chose, une fois que tu as fait ta visite, que éventuellement tu as un immeuble qui te plaît, que tu as regardé, tu as fait tes devis, etc. Avant de faire une offre, va voir l'urbanisme. Moi j'ai eu des mauvaises surprises, d'ailleurs je vais en parler dans la vidéo qu'on va te mettre tout à l'heure. Je vais parler des erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté de l'argent et j'ai perdu énormément de temps et surtout du stress. Va voir l'urbanisme directement. En général, les immeubles de rapport, ils sont dans les vieilles villes, dans les petites et moyennes villes, mais dans les vieilles villes, tu vois. Et dans les vieilles villes, tu peux souvent te retrouver en secteur protégé ou en secteur sauvegardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moindre travaux que tu vas devoir faire, que ce soit en externe, en façade ou en intérieur si c'est en secteur sauvegardé, c'est une demande à l'urbanisme, donc une demande aux architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire que le moindre travaux conditionne à une demande. Tu te refais pas l'administration française, tu sais très bien à quelle vitesse ça va, c'est hyper long, franchement c'est chiant, il faut le refaire plusieurs fois, tu perds énormément de temps et tu peux perdre de l'argent. Donc si tu le fais dès le début, va à l'urbanisme. Sors une fiche d'immeuble, est-ce qu'il y a eu des problèmes sur cet immeuble, est-ce qu'il y a eu de l'affaissement, est-ce qu'il y a des fissures, ce genre de choses, et demande à l'urbanisme, est-ce que je peux créer une copropriété, est-ce que je suis en secteur sauvegardé, est-ce que je suis en secteur protégé. Déjà tu vas te rassurer, tu sais que
il y aura beaucoup moins de problèmes, il risque d'y avoir beaucoup moins de problèmes sur cet immeuble. Ouais, je sais que sur les secteurs protégés, notamment là où il y a les bâtiments de France, tout devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Donc faites attention à ça. Moi, lorsque je fais mes maisons, par exemple, j'essaye de sélectionner des terrains sur lesquels il n'y a pas de bâtiments de France. Ah ouais, non, bien sûr. On retrouve le problème sur les immeubles également, parce que dès qu'on touche aux façades, ne serait-ce qu'une menuiserie à changer, ça peut être très 3-4 mois de démarche. Voilà, donc c'est compliqué, donc il faut voilà. faire attention. Petit conseil qui m'a coûté 6 000 € et 6 mois. De vérifier ce genre de donc, cadeau. Donc faites attention, ça, je vous conseille de suivre ce soir, d'aller voir la mairie pour vous renseigner sur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans la commune et ce qu'il y a autour. Bon. Salut, ciao.